Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, avec Guillaume, on va s'intéresser à la famille. On va regarder les grandes différences entre le mariage, le PACS et le concubinage. Il existe effectivement des grandes différences entre des couples qui sont mariés, des couples qui sont considérés comme partenaires ou des couples qui sont considérés comme concubins car ils n'ont rien signé. Et le but aujourd'hui, c'est de vous aider à prendre les bonnes décisions dans votre situation, à savoir s'il est préférable, dans votre cas, de rester en concubinage. Bon, petit point, ça sera rarement le cas. C'est peut-être intéressant par contre d'être partenaire de PACS ou alors même de choisir le mariage pour organiser votre vie commune et votre protection également mutuelle et celle de vos enfants également. Et nous allons nous arrêter sur trois grands thèmes, la protection et le logement de la famille, puis ensuite on regardera la fiscalité du couple, et enfin le traitement d'un décès dans chaque situation. Et allons-y, commençons par le premier thème, le logement de la famille et la protection du couple. Et oui, et là je pense que c'est important déjà de refaire un point sur ce qu'est le mariage, ce qu'est le PACS et ce qu'est le concubinage également. Le premier point, et ça c'est important, si vous êtes concubin, vous n'avez aucun écrit qui va organiser votre vie commune et la protection mutuelle que vous avez entre vous. Le PACS va pouvoir déjà apporter une première pierre dans cette organisation conjugale, c'est-à-dire que quand vous allez vous paxer, vous allez être sur le régime légal du PACS, c'est-à-dire la séparation des patrimoines, ce qui permet déjà d'organiser le patrimoine des deux partenaires et l'organisation commune des dépenses, par exemple, et de tout ce qui va être investissement. Le mariage va, quant à lui, pousser la logique un peu plus loin, puisque le régime légal, c'est la communauté légale réduite aux acquêts, mais vous avez également l'option d'opter pour d'autres régimes qui sont les régimes conventionnels, qui vont du régime de la séparation de biens jusqu'à la communauté universelle et qui permettront d'organiser la protection entre vous. Et Guillaume, est-ce qu'on peut s'arrêter sur la protection du logement de la famille? Car oui, c'est important aussi, cette protection. La plupart du temps, quand on est en couple, on vit ensemble dans un même logement. Mais que se passe-t-il concrètement si l'un des deux décède? Est-ce que je suis protégé? Est-ce que je peux continuer à vivre dans le logement dans lequel j'étais auparavant avec mon partenaire, mon mari ou ma femme ou tout simplement mon concubin? Eh bien là, Jérémy, c'est une très bonne question et c'est une question dont tout le monde devrait avoir conscience car ça a une importance primordiale. Quand on est marié ou pacsé ou en concubinage, on ne va pas être protégé de la même manière si l'un des deux partenaires, concubins ou époux, vient à décéder. Ce qui est le moins protecteur, ça on peut s'accorder directement dessus, c'est le concubinage. Car en concubinage, vous n'avez aucun droit sur le logement. Il n'y a ni droit temporaire au logement sur une durée de 1 an par exemple, ni droit viager jusqu'à la fin de vos jours. Le concubinage ne protège pas quand on est simplement en concubinage. Il faut pour cela choisir tout d'abord soit le PACS, soit le mariage. Le PACS va permettre de rester dans le logement tout simplement sur une durée de 1 an. Au bout d'1 an, il faudra sortir bien souvent du logement car on ne sera plus protégé, on n'aura plus ce droit temporaire. Et le mariage, ici, est clairement le plus protecteur car on aura non seulement ce droit temporaire de rester dans le logement jusqu'à 1 an après le décès de l'époux, mais on a également un droit à viager au logement. Viager, c'est simple, ça veut dire jusqu'à la fin de sa vie. Eh bien, nous pouvons aborder le deuxième thème, qui est la fiscalité. Et c'est vrai que beaucoup de personnes nous contactent pour savoir l'impact de la fiscalité s'ils se marient ou s'ils se pacsent. On va parler de la fiscalité sur le revenu, mais aussi de la fiscalité sur la fortune immobilière. Eh bien, Jérémy, explique-nous comment est-ce que ça se passe. C'est vrai que c'est une question qui peut revenir souvent également dans les couples. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on se paxe ou qu'on se marie, ou alors qu'on reste en concubinage pour avoir une séparation au niveau de l'imposition? Alors déjà, premièrement, quand on est concubin, on déclare ses revenus chacun de son côté. Alors que quand on est partenaire de PACS ou marié, on déclare ses revenus ensemble. Quel est l'impact fiscal sur différentes situations? Si aujourd'hui vous avez des salaires qui sont à peu près similaires, prenons un exemple, 35 000 € chacun, alors vous auriez 3 043 € d'impôts à payer chacun si vous étiez concubin. Si vous vous mariez ou si vous vous pacsez, votre fiscalité sera la même. Vous allez payer à deux 6 086 €. Ça veut dire que la fiscalité n'a pas changé. Deuxième situation, vous êtes un couple avec l'un des deux qui gagne plus que l'autre et drastiquement plus que l'autre. Par exemple, 100 000 € pour l'un, 20 000 € pour l'autre.
En concubinage, l'impôt de la première personne qui gagne 20 000 euros serait faible de 322 euros, alors que l'impôt de la deuxième personne serait de 21 851 euros. Point important, si ils se marient ou se pacsent, l'impact fiscal sera intéressant, car leur impôt d'un point de vue global passera à 19 587 euros. Ça fait donc un gain pour le couple, j'insiste, pour le couple, de 2 586 euros. Donc oui, se marier ou se paxer peut avoir un impact fiscal positif pour l'impôt sur le revenu, mais attention, il peut également avoir un impact négatif dans certains cas très spécifiques. Donc là, Jérémy, on comprend qu'il faut se paxer ou se marier, surtout si on a une grande disparité dans les revenus entre les partenaires ou les époux. Oui, pour la partie impôt sur le revenu, oui, effectivement, c'est intéressant de se marier ou de se paxer quand il y a une grosse disparité des revenus, mais attention, il y a plein d'autres critères à prendre en compte, et ce sont des critères bien plus importants que la fiscalité, c'est la protection principalement. Et est-ce que ce raisonnement fonctionne également si on parle d'impôt sur la fortune immobilière, sur l'IFI? Est-ce qu'il faut plutôt rester en concubinage si l'un a un gros patrimoine et l'autre n'en a pas du tout? Ou est-ce qu'il y a une différence si on se marie ou si on se paxe? Eh bien là, figure-toi, Guillaume, que c'est la même chose, qu'on soit concubin, partenaire ou marié, l'impôt sur la fortune immobilière est calculé de la même manière, ça veut donc dire qu'on regroupe l'ensemble des biens immobiliers des deux personnes qui vivent ensemble. Donc qu'on soit concubin ou marié, on aura le même impôt sur la fortune immobilière. S'il y a impôt sur la fortune immobilière, je le rappelle, il faut dépasser 1 300 000 euros de patrimoine immobilier à deux et de patrimoine immobilier net. C'est-à-dire qu'on prend en compte le passif et donc par exemple l'emprunt. Tout à fait, Guillaume. Imaginons, j'ai 2 millions d'immobilier et j'ai 800 000 euros de dette. Je ne suis pas concerné par l'impôt sur la fortune immobilière parce que mon actif net est d'1 200 000 euros. Et qu'est-ce qui se passe pour l'héritage et suite à un décès surtout? Comment est-ce que ça s'organise, que l'on soit marié, pacsé ou en concubinage? Et déjà, on va faire, je pense, un point sur savoir si on est héritier ou pas. Alors, Guillaume, est-on héritier si on est concubin? Eh bien, si on est concubin, et là c'est vraiment important de le comprendre, nous ne sommes pas considérés comme héritiers. C'est-à-dire qu'en cas de décès, nous n'avons droit à rien du tout. Mais par exemple, deux concubins aujourd'hui qui voudraient se protéger, s'ils mettent en place un testament, l'un des deux dit que la totalité de son patrimoine ira à l'autre. C'est tout à fait possible, oui, mais est-ce qu'il y a une fiscalité du coup? Eh bien, c'est là que c'est important également de parler de la fiscalité. Oui, c'est possible, le testament va permettre de se protéger, dans le sens, on pourra dire qu'on veut que son patrimoine aille en partie ou en totalité au concubin. Il faudra faire attention aux situations également avec enfants qui peuvent changer les choses. Mais même en cas de testament, il y aura une très lourde fiscalité à payer puisque c'est 60% de droits de succession que devra payer le concubin survivant. Donc en gros, si j'ai 100 000 euros de patrimoine et que je souhaite le transmettre à ma concubine, elle va payer 60 000 euros de droits pour récupérer. C'est ça. Et donc il ne lui restera que 40 000 euros après ça, sur les 100 000 euros de départ. Ah oui, effectivement, on comprend que la situation de concubinage n'est pas du tout protectrice pour le décès. Et maintenant, on parle de partenaire de Pacs. Déjà, première question, suis-je héritier si je suis pacsé? Eh bien là aussi, c'est peut-être une surprise. Nous ne sommes pas considérés comme héritiers lorsque l'on est simplement pacsé. Et là, c'est le simplement qui aura son importance. Alors, quand tu dis simplement, ça veut donc dire qu'il y a peut-être une solution pour devenir héritier devant la loi. Quelle est cette solution? Eh bien, comme le concubinage, on peut tout à fait réaliser un testament où on désigne son partenaire de Pacs comme héritier. Et là, oui, ça aura un impact sur la succession et sur la fiscalité, car ça permet d'avoir ici les mêmes droits que quand on est marié, c'est-à-dire une exonération au niveau de la succession. Si on reprend l'exemple des 100 000 euros, un Pacs sans testament, on n'est pas considéré comme héritier, donc on n'a même pas une question de fiscalité. Avec un testament, on va pouvoir toucher la succession, donc les 100 000 euros, en exonération cette fois-ci. Donc on a déjà gagné 60 000 euros comparé au concubinage. Et oui, en termes de droit fiscal, le partenaire de Pacs avec testament aura les mêmes droits fiscaux que le marié, mais pas les mêmes droits légaux. Et donc on en vient au mariage. Est-ce qu'on est héritier cette fois-ci quand on est marié? Ici, oui, le mariage permet la plus grande protection dans l'organisation du couple et va permettre de protéger le conjoint survivant. Ici, il y aura une succession qui sera également différenciée en présence ou non d'enfants. En général, on a le choix entre un quart en pleine propriété. C'est un choix qui se fait au moment du décès. En plus de ça, on peut se protéger de façon complémentaire en faisant une donation entre époux, également appelée donation au dernier vivant, qui permet ici d'augmenter cette protection entre les conjoints. Ok Guillaume, ça veut donc dire que si je suis marié, il y a des droits légaux qui existent,
Mais est-ce que je peux également déshériter mon conjoint ou ma conjointe? Oui, avec une présence d'enfants, il va tout à fait être possible de tout transmettre aux enfants et de ne rien transmettre aux conjoints. Donc, pour répondre clairement, oui, c'est possible de se déshériter entre conjoints. En présence d'enfants, tu viens de le dire, et donc s'il n'y a pas d'enfants? Eh bien, s'il n'y a pas d'enfant, le conjoint survivant a une réserve héréditaire qui correspond à 1/4 du patrimoine. Le reste pourra être remonté auprès des autres héritiers. Donc s'il n'y a pas d'enfants, mon conjoint est forcément héritier pour 1/4, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Donc Jérémy, on a bien compris ce qu'il se passe en cas de décès pour ce qui concerne l'héritage et la protection des conjoints. Mais il y a un autre point qui est important quand on parle de protection. Et là, on va parler de pension de réversion. Et est-ce que tout le monde a droit à cette pension de réversion? Eh bien Guillaume, figure-toi que encore une fois, c'est le mariage qui gagne. Il n'y a que quand on est marié qu'on a le droit à la pension de réversion. Je le rappelle, la pension de réversion, c'est une partie de la pension de retraite de votre ex-mari ou ex-femme. Ça veut dire que même si je suis pacsé depuis 15 ans, 20 ans, que j'ai un testament qui protège ma partenaire de Pacs, elle n'aura pas le droit de toucher ma pension de réversion et inversement, je n'aurai pas le droit de toucher la sienne. Tout à fait Guillaume, aucun droit pour le moment dans la loi française. Point important concernant cette pension de réversion, il existe des montants de revenus pour y accéder. Il existe également d'autres conditions en fonction du régime général et du régime complémentaire de retraite. Eh bien, il est venu le temps de conclure. Et pour conclure, on va rappeler les points importants. Tout d'abord, vous avez compris dans ce podcast que le mariage est ce qui permet de vous protéger le maximum possible entre conjoints. Le Pacs, de son côté, va apporter déjà une première vague de protection avec quand même un droit au logement pendant 1 an suite au décès, des exonérations sur la succession avec un testament quand celui-ci est bien réalisé avec le Pacs. Et enfin, vous comprenez qu'en situation de concubinage, c'est ce qui est le moins protecteur dans tous les cas, que ce soit pour la vie de couple ou au moment de la succession. Vous devez être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine pour faire le point sur votre situation matrimoniale. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à noter celui-ci ou même à mettre des commentaires. Et pour aller plus loin sur cette thématique de la famille et de la protection de vos proches, on vous recommande d'écouter aussi l'épisode 13 qui parlait justement de la succession et on cherchait à savoir s'il était possible de déshériter ses enfants ou son conjoint. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.